Je vais rapidement me présenter. Je suis donc Emmanuel Tertrais, le fondateur de Baguette Academy. Je viens principalement d'un parcours dans l'agroalimentaire, dans l'univers des ingrédients pour l'univers de la boulangerie et de la brasserie. Et j'ai créé Baguette Academy en 2016 avec comme mission de faciliter l'accès à la formation dans le domaine de la boulangerie pour un public de professionnels à l'international. Depuis, le concept et le marché d'ailleurs a un petit peu évolué, ce qui m'amène à présenter un petit peu notre retour d'expérience de ces 3 années à proposer du digital learning dans la filière boulangerie. Alors, aujourd'hui, dans les profils de personnes qui sont dans ce webinaire, on a des gens très variés. On a des profils écoles, on a des profils formateurs indépendants, on a des meuniers, on a des personnes qui produisent des ingrédients alimentaires notamment, et des OPCO également, donc tout un univers lié à la formation. Donc, ce que je vais faire, je vais vous présenter aujourd'hui, en l'espace d'environ une demi-heure, ces différents sujets, et notamment des applications, parce qu'on a beau vous parler de digital et de monde virtuel. Moi, je vais essayer de vous présenter des choses bien réelles en termes d'applications dans le digital learning. Et également, juste avant, le déroulé, c'est que je vais vous présenter tout ça et vous avez l'occasion, à travers l'outil Zoom, en bas de votre écran, converser en bas, vous avez la possibilité de m'envoyer un petit message de manière à ce que je réponde à vos questions, de préférence plutôt à la fin qu'au fur et à mesure. Mais de toutes les manières, je serai ravi à la fin de cette présentation d'échanger avec vous collectivement ou après individuellement en fonction de vos desiderata. Alors, avant de démarrer, l'idée, c'est de vous expliquer rapidement ce que c'est que le digital learning parce qu'il y a des niveaux de connaissances très variés selon les profils de personnes, de vous donner quelques chiffres clés sur la formation digitale en France et ma vision du contexte de l'agroalimentaire, du lien de l'agroalimentaire par rapport au digital learning. Et sans cela vous étonne, il y a quand même un gros retard dans cet univers-là, dans l'agro par rapport à des domaines que sont la pharmacie, le médical ou la banque, qui ont également des marges plus importantes pour se permettre ce type d'investissement. Et puis, concrètement, les applications dans quelques métiers, on vous donnera des exemples précis. Et pour terminer, nos convictions sur l'importance et le bénéfice du digital learning dans l'univers de l'agroalimentaire et bien entendu, la fin pour nos échanges entre nous. Également, si vous avez quelques soucis techniques, Colline vous avez envoyé un email avec ses coordonnées, email et téléphone. Au cas où vous avez des petits soucis techniques, n'hésitez pas à la joindre en parallèle de ce webinaire, parce que ce webinaire est quand même un travail d'équipe. Je suis derrière l'écran, il y a toute une équipe derrière qui m'a aidé à préparer cet événement. Alors, le digital learning, qu'est-ce que ça? Pour beaucoup de monde, on confond… il y a des mots qui interviennent, MOOC, e-learning, vidéo. Et l'idée, c'est de vous dire que tout simplement, le digital learning, c'est l'usage du numérique dans des contenus de formation, que ce soit présentiel ou distanciel, et dans tous les domaines, que ce soit académique, que ce soit en entreprise ou que ce soit dans le domaine privé. Alors, vous avez peut-être, vous, lors de conférences, par exemple, utilisé l'outil Klaxoon, qui est un petit appli que vous utilisez, qui permet à un conférencier d'interagir avec vous, de faire un mini-sondage en cours de formation ou de conférence, et donc de un petit peu réveiller l'auditoire, mais également de voir si les gens ont acquis ou compris ce qu'ils avaient exprimé. Et donc, c'est un outil qu'on appelle de digital learning qui se utilisait dans un acte de présentiel. À travers le mot digital learning, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve. On connaissait le e-learning qui est classiquement le 100% distanciel. Et aujourd'hui, apparaissent beaucoup de noms anglophones, un peu barbares parfois, surtout quand on parle d'adaptive learning ou de machine learning. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une segmentation qui se fait, une multitude d'offres et d'outils différents pour permettre de proposer le meilleur outil par rapport à la cible. Alors, le mobile learning, comme son nom s'indique, c'est l'utilisation à travers un smartphone. On est sur des séquences très courtes de 2 à 3 minutes en général, avec un message simple par écran pour éviter, compte tenu de la surface du support. Vous avez les serious games ou jeux sérieux également qui sont utilisés dans tous les domaines, pas forcément pour les ados, mais également pour les adultes. Le tout est de trouver le bon tempo et la bonne approche du serious game.
Le social learning, c'est-à-dire un apprentissage en mode collaboratif où les apprenants échangent énormément entre eux, où il peut y avoir même des profils de classe inversés dedans, qui est un moyen également, lorsqu'on retransmet et qu'on explique à quelqu'un d'autre, accentue le taux d'acquisition des connaissances. Le rapid learning, qui sont des formations qu'on définit entre 8-10 minutes en général, dans ce domaine-là. L'adaptive learning qui correspond là, par contre, à ce qu'on appelle l'arrivée de l'intelligence artificielle qui permet de personnaliser des parcours de formation spécifiques en fonction du profil, voire même de l'état de forme, puisque les outils vont permettre de mesurer par rapport à vos expressions de visage si vous êtes en forme, bien réceptif ou pas, pour pouvoir interagir avec vous de manière la plus personnalisée possible. L'immersive learning, j'en reparlerai tout à l'heure dans les explications, c'est notamment l'utilisation de la réalité virtuelle et de la 3D qui joue beaucoup sur l'aspect émotionnel de l'apprentissage. Donc, je pense que c'est des termes que vous avez beaucoup vus et notamment le blended learning dont on reparlera tout à l'heure, c'est-à-dire la combinaison du digital et du présentiel qu'on peut retrouver dans des formations ventes, des formations pratiques notamment, dans pas mal de domaines. Alors, quelques chiffres sur le digital learning pour vous donner des indications. On est allé chercher des informations sur des études faites notamment par l'ISTF, qui est un centre de formation dans le digital learning, qui annonce un chiffre de taux de croissance sur une enquête de plus de 1000 personnes dans les secteurs privés et publics dans le domaine de la formation, un taux de croissance de 8% du blended learning. Donc, un chiffre pas forcément étonnant. Ce qui est plus étonnant dans leurs statistiques, c'est de dire que 64% des gens qu'ils ont interviewés ont fait du blended learning, c'est-à-dire ont déjà employé dans un parcours de formation du digital combiné au présentiel et que le 100% distanciel est limité à hauteur de 7%. Donc, on voit vraiment le déploiement progressif de cet outil dans des parcours de formation avec le distanciel et le présentiel. Un point un peu plus chiffré, des sources d'information de EduCapital, qui est le principal fonds d'investissement dans les technologies de l'éducation, ce qu'on appelle communément EdTech, ont constaté qu'entre 2017 et 2018, on est passé d'environ 60 millions à près de 250 millions d'euros d'investis dans des entreprises liées aux technologies de l'éducation, donc x4 en l'espace d'un an, c'est relativement important. Et on voit que l'attention, les solutions qui arrivent sur le marché deviennent très importantes et très variées. L'application principalement du digital learning aujourd'hui est davantage sur la formation continue, la formation professionnelle et encore très peu sur ce qu'on appelle les K12, c'est-à-dire la partie école, que ce soit primaire, collège et lycée. Alors, en France, le contexte est un petit peu plus difficile avec l'académie et le ministère de l'Éducation. Donc, beaucoup de startups vont plutôt démarrer aux États-Unis, Amérique du Nord, avant de revenir en France, développer leurs solutions. Mais on sent que ça bouge au niveau des académies. On le voit dans des écosystèmes comme les tech. Les académies commencent à véritablement chercher des expérimentations pour tous les élèves. Donc, en résumé, on a un bel investissement qui se fait actuellement sur des formats d'outils, de plateformes et de solutions de formation. Alors, l'autre point, c'est finalement pourquoi passer au digital learning. Cette enquête montre que déjà pour plus de 30%, c'est pour améliorer l'efficacité de la pédagogie des formations. C'est absolument pas pour la fin imminente du présentiel, puisque pour 1%, donc on voit bien que l'idée, c'est pas d'opposer distanciel et présentiel, mais de marier les deux. C'est effectivement être également plus réactif par rapport aux enjeux des business, puisque une fois que vous avez créé un contenu, vous pouvez le diffuser à 100, 500, 1000, 10 000 personnes très rapidement, alors que le présentiel, pour les former 10 000 personnes, ça demande des gros moyens et du temps. Et donc, ça permet donc véritablement une réactivité plus importante. On dit qu'une formation digitale permet d'aller 3 fois plus vite qu'une formation présentielle, en tout cas. Et puis, bien entendu, pour réduire les coûts de formation, parce qu'une fois que vous avez investi dans un contenu digital, vous pouvez le diffuser, par exemple, à un meunier, peut le distribuer à près de 30 000 artisans boulangers assez facilement, alors que d'aller former 30 000 boulangers individuellement prendra beaucoup plus de temps. Et également, le bénéfice concerne la partie image, puisque aujourd'hui, mettre du e-learning dans une entreprise, ça améliore la marque employeur et l'image innovante de l'entreprise. De l'autre côté, les freins qu'on peut constater, et je l'ai vu encore ce matin avec une grosse société de traiteurs sur la région lyonnaise, c'est le manque de ressources internes pour déployer ce type de formation.
en sachant que souvent aussi, il y a un manque de compétences dans les équipes, parce que digitaliser des contenus de formation, c'est un métier spécifique. Ce sont des concepteurs pédagogiques multimédia qui sont des ingénieurs pédagogiques, mais qui ont en plus la capacité à utiliser des logiciels particuliers pour créer de l'interactivité et des contenus particuliers. Et puis, pour certains, c'est le manque de moyens aussi par rapport à l'investissement initial, alors que le retour sur investissement y est forcément, mais c'est une question de mise de départ qui est également un frein potentiel. Donc voilà pour ces premiers chiffres. L'idée, ce n'était pas de vous abreuver, mais de vous montrer une petite photo de ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça bouge beaucoup. Les entreprises y viennent de plus en plus. Et même dans l'agroalimentaire, on vient au digital learning, alors que dans des univers de banque, par exemple, les gens utilisent ça de manière très importante. Il y a un peu moins d'un mois, j'ai fait une présentation devant des 250 commerciaux du Crédit Agricole. J'ai fait un petit sondage. Combien de personnes a utilisé du digital learning dans sa carrière, en tout cas au Crédit Agricole? Les 250 ont levé la main. J'ai fait le même sondage il y a 10 jours auprès d'une assemblée de l'ARIA de l'agroalimentaire. J'en avais à peine 20% qui avaient utilisé du e-learning. Donc, on voit que la marge de progression dans l'agroalimentaire est importante pour différentes raisons. Que moi j'explique tout d'abord par question de moyens. L'agroalimentaire ne dégage pas les mêmes marges qu'une banque ou que d'entreprises du luxe ou de la cosmétique. Donc forcément, c'est un investissement. Mais également, on est également sur des métiers relativement traditionnels, un enseignement assez classique de métiers artisanaux, notamment dans les CAP. Où le toucher est important et donc le digital a un peu de mal à encore prendre sa place, même si c'est en train d'accélérer de manière très rapide. Et puis également un contexte de turnover important, que ce soit des chaînes de magasins, par exemple, ou des industriels qui voient une rotation importante de personnel, entre autres. Et puis, cette volonté d'optimiser les budgets de formation. On observe également que les centres de formation sont à ce stade-là des écoles encore faiblement digitalisées, qu'il y a un gros potentiel à ce niveau-là, mais que beaucoup d'écoles sont en train d'étudier ce sujet, d'expérimenter pas mal de choses. Donc, c'est en train de bouger et d'aller plutôt vers des formats qu'on appelle de blended learning, c'est-à-dire mélanger du distanciel et du présentiel. Alors, nous, on considère que la solution optimale dans l'agroalimentaire, c'est le blended learning, c'est-à-dire le mélange de digital et de présentiel en amont ou après ou pendant le parcours de formation, qui permet de gagner du temps, c'est-à-dire que votre personne va avoir moins de temps de déplacement, moins de frais, mais également acquérir des fondamentaux assez facilement en ligne, à leur rythme, qui est un point important, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors que le présentiel demande une concentration plus importante. Alors, si on est sur des profils de Bac+18, les gens sont habitués à rester 6 heures assis à suivre un contenu sur PowerPoint. Lorsqu'on est sur des profils différents d'opérateurs, ce sont des gens qui ont moins l'habitude de rester concentrés 1 heure, 2 heures, 3 heures sur un PowerPoint. Et donc, le digital learning est particulièrement adapté également pour ces profils-là. Certaines écoles peuvent facilement augmenter de 30% le nombre d'apprenants en combinant avec les mêmes ressources de profs et d'élèves, en mettant des fondamentaux en ligne et par conséquent augmenter à la fois leur budget à ressources équivalentes, mais également par vendre plus de formations, mais également améliorer les parcours de formation, puisque l'Institut Paul Bocuse a été dans les premiers en France, par exemple, à faire des parcours de blended learning sur l'œnologie, et leurs formateurs estiment que le taux d'acquisition est supérieur de l'ordre de 20 à 25% supérieur par rapport à une formation 100% professionnelle. Alors, l'idée, c'est de vous montrer pour certains concrètement à quoi ressemble un peu le digital learning et donc surtout l'interactivité que peut apporter la formation en ligne. Tout l'art du concepteur est de créer cette interactivité. Donc, on va créer par exemple des animations ludiques pour expliquer l'origine du blé, la fabrication de la farine pendant 2-3 minutes qui sont incorporées dans un cours. On va par ailleurs expliquer le fonctionnement d'une machine pour de la maintenance. On peut intégrer, si on souhaite, des vidéos, bien entendu, plutôt sur des séquences assez courtes de l'ordre de 30 secondes à 1 minute 30 maximum, que la personne peut prendre et revenir. Là, par exemple, on va assister dans des métiers manuels sur les gestes. On peut incorporer de la voix off et surtout personnaliser les univers de formation en fonction de votre charte graphique et de vos types d'utilisateurs, qui sont plutôt smartphones, tablettes ou ordinateurs ou polyvalents.
Donc, rien n'est standardisé, tout peut être véritablement fait en sur-mesure. L'interactivité qui permet à l'apprenant finalement d'aller à son rythme, de découvrir les informations dans le sens qu'il le souhaite, revenir en arrière, avancer, ne pas avoir une grosse page de texte, mais aller découvrir des informations au fur et à mesure et revenir sur des écrans passés, et que ça s'adapte également au format de l'écran proposé. On va challenger également l'apprenant avec des petits exercices autocorrectifs pour vérifier qu'il ait bien compris les informations qu'on lui a fournies, mais également lui répéter le message clé, parce que dans la formation, je sais qu'il y a beaucoup de formateurs qui nous écoutent là, ce qui est important, c'est de répéter les messages. Et donc, pour ça, on peut utiliser, les concepteurs utilisent différents logiciels et peuvent le faire dans différentes langues, jusqu'au chinois et au russe. Voilà un petit peu les outils. Alors, dans la partie application métier qui vous intéresse, parce que j'ai vu qu'il y a notamment des meuniers, des fabricants d'ingrédients qui sont autour de la table, ou des gens qui sont dans l'univers de la formation de ces métiers, ce que l'on peut voir aujourd'hui, il y a beaucoup de sortes d'applications. Alors, on a par exemple les centres de formation, des écoles, qui vont utiliser des contenus de formation pour des CAP, c'est-à-dire toute la théorie, quels sont les ingrédients, les techniques professionnelles, qui sont vus en ligne. Le professeur peut suivre le ou les élèves, vérifier s'ils ont bien suivi, bien entendu, les cours, s'ils ont bien réussi les quiz, et donc identifier les élèves qui cartonnent, ceux qui ont plus de difficultés en parallèle. Et donc, on a par exemple 4 entreprises importantes en France qui sont en phase d'expérimentation sur des formats de CAP, que ce soit sur des jeunes niveau 3e ou de bac, ou voire des personnes en reconversion comme l'école Banette. À droite, je vous ai mis une estimation de budget pour une école théorique qui ne correspond pas du tout à celle que vous avez à gauche, mais qui a le moyen de vous donner à peu près une ordre d'idée, parce qu'on me pose souvent la question, c'est beau, mais ça coûte combien? Donc, j'ai essayé de répondre à cette question, de dire, vous avez une école qui a environ approximativement 400 élèves, une vingtaine de professeurs, qui fait de la formation initiale type CAP sur 1 an ou 2 ans. Donc, ça vous donne à peu près le niveau d'utilisateur. Eh bien, vous allez avoir un coût d'environ une quinzaine d'euros de frais de connexion par élève sur l'année à la plateforme de formation qui sert à héberger les contenus et monitorer le suivi des cours. Et puis, derrière, vous avez également environ une quarantaine d'euros de cours correspondant à l'investissement de la création de vos contenus ou de la location. Donc, on est sur un coût de 55 euros à peu près indicativement par élève pour des contenus de 30, 50, 70, 100 heures de formation, ce qui fait un coût relativement faible par élève, de manière générale. Là, l'idée, c'est de vous montrer ici un petit teaser, non pas pour faire la pub de Baguette Academy, mais vous montrer concrètement sur une recette de fabrication comment est-ce qu'on peut produire un contenu de formation sur un métier où le geste est important. Alors là, vous avez une page d'accueil qui montre le produit. On définit quel est l'objectif de la formation. Là, on explique une recette. La personne va cliquer, voir les différentes étapes de fabrication. On explique les différents ingrédients. On peut mettre un petit exercice autocorrectif au milieu. Et derrière, on va expliquer notamment le type de matériel qui est utilisé avec une voix off qui explique l'utilisation de chaque outil. Là, on parle d'un pétrin spirale, par exemple, les défauts des pâtes les plus couramment utilisés. Et ça peut permettre à la personne, une fois après avoir pratiqué, de revenir sur du contenu, notamment. Alors, normalement, il y a des séquences avec de la voix off, donc je ne vais pas vous répéter le texte à chaque fois, mais qui permet d'expliquer le geste qu'a réalisé le professionnel. Alors, autre exemple, en entreprise, notamment pour des chaînes de restauration, que ce soit dans la boulangerie ou des restaurations de restauration rapide, par rapport à leurs problématiques de turnover et d'intégration continue de personnel, le digital learning permet de diffuser assez facilement, en tout cas, les bonnes pratiques, que ce soit en termes d'hygiène, de recettes, d'accueil client, et d'harmoniser les process de l'entreprise sur plusieurs sites, qui est souvent une des problématiques rencontrées.
et pour certaines chaînes qui se développent fortement, eh bien, d'intégrer rapidement des nouveaux salariés, ce qui n'empêche pas d'avoir des formateurs terrain qui tournent sur les différents sites. Mais ce qui est important, c'est que les gens n'attendent pas 1 mois, 2 mois avant d'avoir des bases d'hygiène, de notions d'hygiène pour ceux qui n'ont pas ces éléments de connaissance, et puissent être opérationnels très rapidement et dégager du temps finalement pour le manager du site pour la formation de base, et lui apporte véritablement une vraie valeur ajoutée dans la formation qu'il peut apporter en laissant les fondamentaux grâce à l'outil du digital. Donc voilà une application par exemple sur des chaînes. Pour des industriels, par exemple, là j'ai pris l'exemple de 2 moulins, l'un à Dubaï et l'autre en France, un des plus gros meuniers français, qui peut utiliser ces outils lorsque vous avez une intégration tout au long de l'année de commerciaux, d'équipes marketing, qui sont des experts dans leur domaine, mais qui ne connaissent pas forcément très bien la filière agricole, la filière, qu'est-ce que c'est qu'un organisme stockeur, quel est le rôle d'un obtenteur, quel est le rôle du meunier, du boulanger. Tout ça, on peut lui donner une acculturation rapide grâce à des outils de formation en ligne et lui permettre d'avoir une acculturation, un vocabulaire technique assez rapidement avant d'aller voir des clients. Ce qui n'empêche pas ensuite, par exemple, si on parle d'un meunier, d'aller passer 3-4 jours dans une séquence de formation dans le laboratoire Fournil de formation de cette entreprise, notamment. Alors, pareillement, un petit exercice de vous donner une indication de coût. Si vous êtes une entreprise qui a environ 200 salariés à former, ça peut être une entreprise qui a peut-être 2000 salariés avec un turnover d'environ 10%. Et le coût de création, d'hébergement, de fonctionnement d'une plateforme est d'environ 1 000 € par an. Vous considérez environ 15 € par accès par personne qui va se former, plus un budget d'environ 12 000 € à l'année entre de la location de contenu que vous pouvez trouver sur le marché sur comment un cours de management, un cours technique de vente, un cours sur un ingrédient, et également de l'investissement pour produire vos propres cours à vous, qui est important, eh bien, on arrive sur un coût annuel d'environ 80 € par salarié. Donc, on reste sur une formation qui peut être d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Et si vous considérez que ces 200 salariés tel un séminaire à Paris dans l'entreprise pendant une journée, vous auriez eu au moins 200 000 € d'investissement entre les déplacements, la journée, la location, les formateurs. Donc, on est sur des retours sur investissement qui sont forcément beaucoup plus rapides, plus vous diffusez à un plus grand nombre. Là, par exemple, des cours qui peuvent être utilisés pour le personnel de vente en boulangerie, en restauration rapide, puisque souvent, ce sont des personnes qui intègrent avec un fort turnover ces business, en sachant qu'une personnel, je crois qu'il y a une formatrice qui nous suit aujourd'hui dans ce domaine-là, qui vous confirmera qu'une personne bien formée, c'est 10 à 20% du panier moyen augmenté pour un boulanger. Donc, ça mérite un peu d'attention, de bien former ce personnel. Et avec des outils qui peuvent être faits sur une tablette ou un smartphone, elle peut facilement découvrir finalement qu'est-ce que l'accueil client, comment faire une vente additionnelle, comment constituer son argumentaire, et donc gagner du temps sur l'intégration plutôt que ce soit le manager du magasin qui en a en plus ras la casquette de répéter toujours les mêmes choses et face à des problèmes de personnel qui ne sont pas disponibles tous les jours puisque la boutique est en général ouverte 7 jours sur 7. Donc, on va mettre des petites séquences vidéo de ce qu'il faut faire et ne pas faire, des séquences assez courtes d'1 minute, par exemple, comme exemple concret. Derrière, on va également pouvoir mettre des petits exercices ludiques, expliquer pourquoi qu'est-ce que le langage verbal, non verbal, l'importance de l'intonation, de la posture devant un client. Est-ce que quand on rentre dans une boutique, est-ce qu'elle se pose bien les questions avant de le démarrer? Et un point important, à la fin, on a des quiz qui permettent de checker finalement si la personne a bien compris la formation et donc de monitorer l'impact de la formation, de l'investissement qui a été fait par l'entreprise. Un autre point, la reconversion professionnelle. On a quelques exemples, par exemple Pain à Partage, qui est une chaîne de boulangerie solidaire bio, qui intègre du personnel peu qualifié et les forme sur le tas dans l'univers de la boulangerie. Mais lorsque ce métier est relativement technique, une fois que les personnes ont appris les gestes, il faut qu'ils comprennent un petit peu ce qui se passe dans la pâte et la fermentation. Donc, ils ont besoin d'un minimum de théorie. Et pour ces personnes-là, qui travaillent entre 2 heures du matin et 8 heures du matin,
eh ben, il faut qu'ils puissent trouver des accès à la formation de manière assez facile. Et le digital learning est une bonne solution, en tout cas, pour ces profils-là. Un autre exemple également dans la reconversion, c'est pour un public de jeunes type les missions locales, des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, sortis du système scolaire, des jeunes qui sont à ramener vers l'emploi, vers l'entreprise, mais en même temps, si ces personnes-là, vous leur dites, viens faire un CAP, ils partent de l'autre côté en courant. C'est des gens qui sont allergiques pour différentes raisons à la formation. Donc, du coup, on peut combiner un mois de stage découverte métier dans une boulangerie avec en amont de la découverte de comment on fabrique une baguette, qu'est-ce que la levure, qu'est-ce que la farine, par exemple, de manière qu'ils y aient accès 24 heures sur 24 avant de le faire. Et c'était expérimenté avec une mission locale dans le nord de Lyon qui souhaite réitérer cette opération parce qu'ils se sont rendus compte que c'était parfaitement adapté pour ce type de public qui leur apporte liberté sans pression. Et cela leur a donné le goût de ce métier puisque 8 jeunes sur 12 ont ensuite commencé à travailler dans la filière boulangerie. Donc, c'est plutôt une réussite pour la mission locale. Et donc, tout ça en prenant des cours de CAP, mais vous ne dites pas forcément que c'est un cours de CAP. Le tout, c'est de véritablement le marketer et sélectionner le ou les bons contenus adaptés à ce profil. Et pour terminer dans les exemples de formation, la réalité virtuelle. On a un projet qui s'appelle AgroVirtuose, qui a été animé par un consortium d'industriels de l'agroalimentaire, avec derrière un cofinancement de l'Opcalim, maintenant au Capiat, et avec la société Inédit qui a réalisé cette opération. Donc, ils ont fait avec, en réalité virtuelle, une usine de production, ce qui permet notamment, dans cette première phase de démarrage, de permettre à des personnes de découvrir les notions d'hygiène, nettoyage des mains, des lignes de production, comment interagir sur une ligne pour arrêter une ligne, et donc d'avoir beaucoup de situations, de mise en situation très immersive et très opérationnelle par rapport à ça. Alors, pourquoi un consortium? Tout simplement parce que la réalité virtuelle est extraordinaire, mais c'est extraordinairement cher aussi en investissement. Le ticket d'entrée minimum de 50 000 euros pour un minimum de 10 minutes de formation. Donc, toutes les entreprises ne peuvent pas se payer ce type d'investissement. Donc, l'idée, c'est de collaborer sur la création de différents contenus de formation dans ce domaine-là. Alors, quel matériel il faut dans tout ça? Vous avez derrière, il faut un PC, plutôt PC de gamer, avec une bonne carte graphique, un casque de réalité virtuelle relié à des manettes et à des sondes sur le côté. Donc, ça demande un espace où le matériel est installé et une personne derrière qui va suivre la personne qui va installer le casque et suivre de manière très immersive ce contenu. Donc, ça demande du matériel et de la ressource humaine. Alors, pourquoi les gens le font? Vous me direz. Eh bien, parce qu'en fait, ça apporte quand même pas mal de bénéfices, notamment dans la réalité virtuelle. C'est que d'une part, il n'y a pas de risque d'intégrité si vous êtes en situation dangereuse, par exemple, sur une ligne de production. Vous risquez pas de contaminer le produit, vous risquez pas de perdre, de casser du matériel ou de perdre des matières premières si vous êtes sur une ligne de fabrication, par exemple. Donc, vous pourrez interagir sur des arrêts de ligne, voir ce qui se passe, notamment. Donc, c'est plutôt économique par rapport à ça. Le fait que ce soit très immersif, l'avantage, c'est que vous jouez beaucoup sur les émotions et plus les émotions sont impliquées, plus l'ancrage mémoriel est important. Je pense que si vous-même, rétrospectivement, vous réfléchissez à des souvenirs plutôt remontant à votre enfance, c'est toujours lié à des émotions en général. Et le principe de cet outil est de jouer sur ce même atout. Et il n'y a pas de limite finalement au réel à vous rapprocher du monde réel à travers ces outils qui peuvent être très proches. Après, certaines personnes ont un peu de mal physiquement avec ces outils ou un peu de vertige, mais c'est relativement rare sur des outils haut de gamme comme cela. C'est plutôt lorsque vous utilisez votre smartphone où la définition n'est pas assez précise pour certains. Donc, voilà un petit peu dans l'ensemble de ces outils que l'on peut retrouver aujourd'hui dans la formation. Alors, par rapport à ça, nous pensons que le digital n'est absolument pas là pour remplacer le formateur, mais c'est vraiment un outil qui doit sublimer le présentiel, qui doit être au service de la pratique dans l'agroalimentaire. C'est un outil que doivent intégrer les formateurs progressivement. Certains sont déjà très en avance, d'autres ont plus de résistance, ont un peu peur. Après, c'est une question de temps. Le mot digital fait souvent peur, mais c'est une véritable force pour augmenter
le taux d'acquisition des apprenants, que ce soit à l'école ou en entreprise, mais également apporter un retour sur investissement intéressant. Nous croyons beaucoup au blended learning et à la co-construction. C'est-à-dire que dans une entreprise, il y a des experts métiers. On a par exemple, je prends un MOF aujourd'hui qui nous écoute, qui a une expertise extraordinaire dans la formation, mais souvent ce qui manque, c'est comment je le digitalise. Et notre rôle, c'est de travailler en partenariat, que ce soit une agence digitale comme Baguette Academy Digit ou une autre, qui est vraiment cet échange de co-construction dans la manière de produire un contenu et de travailler avec agilité. Ça, vous faites un premier pilote, vous faites un bilan et ensuite vous commencez à produire de manière un peu plus industrielle. Mais surtout, il faut beaucoup d'agilité parce qu'entre ce qu'on conçoit intellectuellement autour d'une table et ce que reçoit l'apprenant dans la phase concrète du terrain, on a une évolution, un retour qui peut être parfois différent. Donc, il faut faire preuve de modestie, d'humilité par rapport à ça et d'apprendre ensemble sur le choix des meilleurs outils à prendre en compte dans le digital learning. Pour terminer, le point important, c'est que le digital learning, on apprend d'une part par la découverte, mais également par l'erreur. On peut montrer des erreurs pour faciliter l'apprentissage, qu'on ne visualise pas forcément lorsqu'on l'a dit simplement oralement. Et puis, bien entendu, par l'expérience. Donc, voilà pour cette présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, oui, dans les questions, j'ai ma collègue qui m'a donné un coup de main parce que les messages ne m'arrivent pas. Alors, peut-on tout mettre en digital learning? Honnêtement, je n'ai pas vu de limite aujourd'hui. Peut-être encore moins demain parce que je sais que alors ça fait aussi un petit peu peur par rapport à l'intelligence artificielle et le fait que des sensations de toucher commencent à arriver sur des écrans, sur des gants dans la réalité virtuelle. Il y a même des jeux vidéo où les gens mettent une combine, peuvent avoir le sentiment de réception d'un impact de balle. Alors, c'est un jeu, mais ce qui se passe dans le jeu arrive petit à petit dans la formation. Donc, les limites, je ne sais pas trop où ça va s'arrêter. Ce que je dis, ça peut être aussi un petit peu angoissant aussi sur certains points. Mais à mon sens, le tout, c'est vraiment de définir dans quel cadre on veut amener le digital learning par rapport au présentiel. Après, par exemple, en termes de benchmarking, on a, par exemple, dans la pharmacie, on a une société qui s'appelle Roche qui a utilisé ça pour diffuser, lorsqu'ils lancent un nouveau produit, de mettre en place une formation pour tous les commerciaux de leurs distributeurs à travers le monde, une formation en ligne pour aller plus vite dans le lancement d'un nouveau produit. Ça n'empêche pas que le commercial se balade avec sa mallette et ses échantillons pour aller former des commerciaux sur place, mais ça permet d'aller assez rapidement, en 48 heures, d'aller former l'ensemble de leurs commerciaux à travers le monde. Alors, ce qui est au niveau mondial peut être fait, bien entendu, au niveau national, local. Alors, la question, c'est sur une formation classique qui peut durer 6 heures, comment le transférer en digital learning pour que ce soit acceptable pour les former? Alors, d'une part, il y a une option qui est de dire, est-ce que le présentiel, plutôt de le faire en 6 heures, on peut le réduire en 3 heures, 4 heures, et l'équivalent des 3 heures, 4 heures différemment faites en présentiel, de les faire en e-learning une semaine, 8 jours avant, par petites séquences de 10-15 minutes, qui permet à la personne d'arriver avec déjà des niveaux de connaissances et d'être plutôt à ce moment-là dans le présentiel sur des exercices d'application plutôt que du passage de la théorie notamment. Et après, l'idée, c'est si vous tenez vraiment à ces 6 heures, c'est d'alterner. Par exemple, là, j'aurais pu mettre en place un outil avec Klaxoon, vous envoyer un petit sondage pour voir votre avis et échanger et combiner des exercices collaboratifs, de l'interaction avec du présentiel de manière à marquer des pauses comme on le ferait classiquement en présentiel. Alors, est-ce que nous offrons une évaluation de projet pour connaître la marche à suivre et les coûts? Alors oui, de manière générale, vous avez deux options. Soit vous venez sur le site où vous avez l'ensemble des contenus et vous choisissez dans votre catalogue. Mais là, on part sur des standards. Ce qui peut être intéressant justement dans cette démarche personnalisée, c'est déjà de faire un état des lieux, de dire vous avez peut-être déjà votre propre formation en interne, des cours qui sont déjà existants sous forme PowerPoint, PDF, Word, etc. C'est le premier cadre. On définit avec vous votre objectif pour cibler quel personnel. Est-ce que vous ciblez des opérateurs sur une ligne de production, des commerciaux? Sur quel support? Est-ce qu'on va le faire sur ordinateur, tablette ou ordinateur? Quelle est la durée? Quel est le budget que vous voulez faire? Le nombre de personnes que vous voulez former?
Et en fonction de ça, on va définir avec vous un cahier des charges et donc un budget par rapport à ça. Donc, les étapes, ça va être, on fait cette étape-là. Une fois que c'est validé, on va commencer à faire ce qu'on appelle un synopsis, c'est-à-dire quelque part le sommaire de votre contenu et les objectifs principaux. Ensuite, on va commencer à produire écran par écran avec vous, bien entendu, en collaboration avec vous, où vous avez une phase de relecture dans le contenu. Et s'il y a des vidéos, on va vous aider dans la création du storyboard, notamment pour bien définir avant le tournage, parce qu'il y a quand même pas mal de boulot avant un tournage vidéo, de séquences, de gestes, c'est de définir toutes les séquences qu'on va intégrer dans un contenu, le texte si vous mettez une voix off, quelles séquences on va faire, de manière à ce que votre prestataire qui va venir faire la vidéo ait déjà tout un ensemble de cahiers des charges. Donc à partir de là, on peut faire véritablement une estimation budgétaire définie par rapport à ce cadre défini ensemble. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Je vais vous remettre notre écran derrière à la fin. Hop, 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 hop. Comme ça, vous retrouverez nos coordonnées qui vous permettra de nous appeler et nous faire un petit mail et de convenir d'un point téléphonique si vous avez besoin de compléments d'information. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Je vais rester dans les 3 quarts d'heure que j'avais limité parce que pour vous, de manière à ce que ce soit abordable dans le terme de timing dans une journée. N'hésitez pas à vous faire part de vos retours, suggestions pour un prochain thème de webinaire ou de points d'amélioration. On sera ravi de poursuivre ces expériences avec vous, qui fait partie également du digital learning parce qu'un webinaire peut être intégré dans un parcours de formation intégrant de la formation en ligne, un webinaire et du présentiel. Et les plateformes de formation aujourd'hui vous permettent d'agglomérer l'ensemble de ces outils et d'avoir tout un tracking sur le parcours de formation d'un salarié ou d'un apprenant. Voilà, écoutez, je vous remercie. Au revoir. Et pour ceux peut-être à la rentrée, et je vous souhaite d'excellentes vacances pour ceux qui ne sont pas encore partis.